Les 10 villes américaines devenues trop noires pour certains blancs? Et non, ce n'est pas un titre des années 1960, nous sommes en 2025. Et pourtant, il existe encore des endroits en Amérique où les blancs font discrètement leurs valises et prennent de la fuite. Pas à cause des ouragans du coût du logement ou de la gentrification branchée, mais parce que la population noire est devenue un peu trop à l'aise à leur goût. Pendant que les barbecues de quartier gagnent en saveur, en couleur et en richesse culturelle, nous parlons de bouleversements démographiques qui ressemblent à des séismes culturels pour certains, déclenchant une migration discrète mais constante hors de ville, qu'ils qualifient de dangereuse, trop urbaine ou, selon l'euphémisme classique, trop changée. Qu'il s'agisse d'inconfort, de déni ou de simples préjugés, voici les 10 villes noires qui effraient certains blancs. Et nous sommes là pour décrypter ce qui se passe vraiment. Alors allez-y, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous pour d'autres analyses audacieuses et laissez un commentaire ci-dessous, surtout si vous avez été témoin de cette migration discrète de vos propres yeux. Indice 10, Gary, Indiana. Gary, Indiana n'a pas seulement connu un exode blanc, elle est devenue l'étude de cas officieuse de ce phénomène. Nous parlons d'une ville qui était presque entièrement blanche dans les années 1950 et compte aujourd'hui plus de 80% de noirs. Et non, ce n'est pas à cause de la brise du lac. Non, c'était un exode massif alimenté par la peur, le racisme et le lent déclin de l'industrie. C'est comme si quelqu'un avait crié « intégration » et que les familles blanches avaient détalé plus vite qu'un enfant courant vers le camion de glace. Remontons le temps. À l'époque, Gary était florissante grâce à l'industrie de l'acier, avec des quartiers prospères, pleins de promesses et des pelouses de banlieue soigneusement tendues. Mais dès que les travailleurs noirs ont commencé à s'installer, à acheter des maisons, et Dieu nous en garde à intégrer les écoles, l'ambiance est devenue inconfortable très vite. Plutôt que de s'adapter à une ville plus diversifiée, les résidents blancs ont fait leurs valises et déménagé dans des villes voisines comme Merrillville et Crown Point. Dans les années 1970, la ville changeait et les blancs étaient déjà devenus des fantômes. Et en parlant de fantômes, Gary est souvent qualifié de ville fantôme aujourd'hui. Des blocs entiers sont abandonnés, les écoles fermées, les commerces barricadés. Mais ne faisons pas comme si la ville s'était effondrée à cause de ses résidents noirs. C'était la perte des emplois dans l'acier américain, le désinvestissement et un sérieux cas de syndrome « on n'aime plus nos voisins ». Alors soyons honnêtes, Gary a-t-elle vraiment eu une chance de prospérer en tant que ville noire ou a-t-elle été laissée à l'abandon parce que trop de gens ne pouvaient supporter ce changement de couleur? C'est la question qui dérange. Voici quelques données concrètes. En 1960, Gary était à plus de 90% blanche. Aujourd'hui, elle compte seulement 11% de blancs et plus de 78% de noirs. Ce n'est pas un changement, c'est une évacuation. Et pourtant, malgré les gros titres et les photos glaçantes, Gary tient encore debout. Les familles noires continuent de construire leur vie ici. Il y a une résilience dans cette ville que les gros titres ignorent. Alors posez-vous la question, Gary, a-t-elle été abandonnée parce qu'elle a décliné ou a-t-elle décliné parce qu'elle a été abandonnée? Partagez vos réflexions dans les commentaires car cette histoire est personnelle, politique et douloureuse à la fois. Indice 9, Birmingham, Alabama. On pourrait penser qu'une ville berceau du mouvement des droits civiques serait aujourd'hui un symbole éclatant de progrès. Non. Eh bien, bienvenue à Birmingham, en Alabama. Ici, la lutte pour l'égalité a laissé une statue en centre-ville, mais pas assez de blancs pour peupler réellement la ville. Car lorsque les Noirs ont gagné du pouvoir, de la visibilité et des biens fonciers, les résidents blancs ont refait ce qu'ils savent si bien faire. Dès que l'intégration devient concrète, ils ont filé à l'anglaise. Voilà le décor. Aujourd'hui, Birmingham est noir à plus de 68%. Et plutôt que de célébrer la richesse culturelle, la résilience et le renouveau qui s'y déploient, beaucoup de blancs ont préféré boucler leurs valises et s'installer juste assez loin pour retrouver leur confort. Dans des banlieues comme Hoover, Vestavia Hills ou Mountain Brook, où les pelouses sont tirées au cordeau, les cafés se disent artisanaux. Et la population noire, disons-le, reste quasiment invisible. Ce n'est pas seulement une affaire de race, mais de contrôle. Quand des élus noirs ont pris la tête de la mairie, de la police et de l'école publique, l'exode blanc s'est enclenché comme un réflexe pavlovien. Un hasard, pensez-vous? Jetons un œil aux chiffres. Entre 1970 et 2020, la population blanche de Birmingham a fondu de plus de 60%. Dans le même temps, les banlieues ont explosé. Vestavia Hills, par exemple, a grossi de plus de 50% depuis les années 1990. Parce que rien ne crie « Vive la diversité »,
comme aller se barricader dans un lotissement fermé à 15 minutes d'autoroute. Mais voici le vrai retournement tandis que beaucoup s'enfuyaient de Birmingham, n'a pas fané. La ville se réinvente. Les commerces noirs se multiplient, les lieux culturels s'épanouissent. Et l'ambiance. Elle a ce mélange d'histoire d'énergie et de chicken wings pimentés qu'on ne trouve pas en banlieue. Alors je vous pose la question, Birmingham a-t-elle été délaissée par les Blancs parce qu'elle déclinait ? Ou a-t-elle décliné justement parce qu'elle a été délaissée au moment où elle n'était plus majoritairement blanche? À vous de réagir dans les commentaires. Est-ce un malaise blanc ou simplement un nouvel épisode dans l'histoire sans fin de l'autoségrégation raciale américaine? Quoi qu'il en soit, le barbecue de Birmingham mérite encore le détour. Mais ne comptez pas croiser un Whole Foods à chaque coin de rue. Andège 8, Cleveland, Ohio. Cleveland n'a pas seulement perdu des habitants, elle a vu disparaître tout un pan de sa population. Et non, ce n'était ni un hasard, ni une migration saisonnière comme des oiseaux qui descendent au sud. Les résidents blancs d'East Cleveland ne sont pas partis, peu à peu, ils se sont volatilisés. Et derrière eux, le vide des investissements, décrépitude et ce genre de négligence dont on afflige une ville qu'on feint de ne plus voir. Soyons clairs, Cleveland n'a jamais été épargné par les épreuves. La désindustrialisation l'a frappé de plein fouet. Les emplois ont disparu plus vite qu'un cousin au moment de payer le loyer et la pauvreté est devenue la mascotte officieuse de la ville. Mais si l'effondrement économique a touché tout le monde, c'est le basculement racial des quartiers comme East Cleveland qui a réellement déclenché la panique des Blancs fuyant vers les banlieues. Entre 1960 et 2020, East Cleveland est passé de majorité blanche à plus de 90% noire. Et au lieu de rester pour investir dans l'avenir, beaucoup ont préféré faire leur carton pour Parma Mentor ou n'importe quel coin avec un Trader Joe's et moins de voisins à la peau sombre. Coïncidence. Ou juste la rengaine bien connue, ce quartier n'est plus ce qu'il était, traduction trop de mélanine, pas assez de mayonnaise. Et voilà le clou du spectacle, quand la population blanche a fui, les services publics se sont évaporés avec elle. Les écoles ont sombré, les routes se sont fissurées et les supermarchés sont devenus des épiceries grillagées avec vitres par balles. Mais les habitants noirs, eux, sont restés, se sont adaptés et ont tenu bon parce qu'à la différence des autres, ils n'avaient pas le luxe d'abandonner le combat. Alors posons la vraie question quand les Blancs s'en vont en emportant financements, investissements et gros titres médiatiques qui portent vraiment la responsabilité du déclin. Ceux qui sont restés ou ceux qui ont tourné le dos Cleveland illustrent à merveille comment l'exode blanc ne vide pas seulement des maisons, il assèche aussi l'espoir. Mais la ville prouve autre chose, que les communautés noires peuvent survivre à la tempête même quand le système les laisse à l'abandon. Index 7, Newark, New Jersey. Newark n'a pas seulement perdu sa population blanche, elle a été littéralement ghostée. Et à la différence d'autres villes où les Blancs s'en vont pour revenir plus tard, quand l'immobilier est bradé, l'exode blanc de Newark est arrivé avec une mention définitive, ne pas réexpédier. Dès les émeutes des années 1960, quand les Noirs et Latinos ont réclamé l'égalité, les Blancs ont détalé comme si leurs impôts y étaient en jeu. Car Newark fut jadis une ville majoritairement blanche ouvrière, avec ses quartiers italiens et irlandais, ses épiceries où pendaient des saucisses aux vitrines et ses églises à chaque coin de rue. Mais quand le mouvement des droits civiques s'est heurté à la brutalité policière, à la pauvreté et aux tensions raciales, la rébellion de 1967 a éclaté. Ce fut le point de rupture. Les Blancs ont pris la fuite plus vite qu'un politicien surpris avec un téléphone louche. En 1980, Newark avait basculé à majorité noire et latino. Aujourd'hui, la ville compte environ 50% de Noirs et 37% de Latinos, tandis que les Blancs ne sont plus qu'un murmure dans le recensement, moins de 12%. La plupart se sont installés en banlieue à Livingston ou West Orange, où l'on peut encore dire « je viens du Jersey » sans jamais mettre les pieds sur Broad Street. Alors la question qui fâche, est-ce l'émeute qui a fait fuir les Blancs, ou bien la perspective d'un pouvoir noir qui les a précipités vers la sortie? Car Newark n'a pas sombré d'elle-même, elle a été abandonnée. Et si elle est devenue la cible des blagues télé tardives et des clichés paresseux des médias, la vérité est là. Newark a de la culture de la fierté, une énergie brute. On n'enseigne pas ça, c'est la ville de Queen Latifah de Shaquille O'Neal et des meilleures assiettes portugaises au nord de Lisbonne. Mais certains ne voient qu'une seule chose, la couleur. Pas celle éclatante d'une fresque murale, non du noir du brun. Et pour eux, c'est non. Alors je vous le demande, quand les Blancs partent et que la ville hérite de l'étiquette dangereuse, s'agit-il vraiment de criminalité ou bien de zone de confort bousculée?
À vous de donner votre avis en commentaire. Dites-moi, avez-vous déjà vu une ville autant jugée que Newark, et si peu réellement connue? Index 6, St. Louis, Missouri. St. Louis n'a pas seulement été divisée, elle a été disséquée au scalpel par la race, la classe sociale et le code postal. D'un côté, il y a le North St. Louis, majoritairement noir, avec son histoire, sa culture, et une population qui a tenu bon, malgré des décennies de désinvestissement. De l'autre, l'exode blanc en pleine vitesse vers des banlieues comme St. Charles Chesterfield ou Baldwin, qui accueillent les nouveaux venus comme si elles organisaient un congrès Make America 1960 Again. Et le plus ironique, St. Louis était jadis the place to be, économie florissante, fierté baseball et une skyline qui avait vraiment du sens. Mais dès que les habitants noirs ont commencé à gagner en poids politique et économique, les Blancs ont sorti les cartons comme si une gentrification inversée était en cours. Dès que l'intégration a cessé d'être un slogan pour devenir une réalité vécue, North St. Louis est devenu trop noir, et les banlieues le plan de fuite. Regardons les chiffres, la ville de Saint-Louis est aujourd'hui à plus de 46% noire et seulement environ 41% blanche. Mais à 15 minutes de là, dans le comté de Saint-Charles, le ratio s'inverse plus de 85% blanc. Ce n'est pas de la diversité, c'est un repli démographique. Et ne vous laissez pas berner par le Mississippi. La fracture n'est pas géographique, elle est psychologique. Les clichés sur la criminalité du Northside et la ville en déclin circulent chaque jour, alors que la vraie histoire parle d'accaparement de ressources de politique d'abandon, et oui, de bonne vieille peur. Alors posons la question qui dérange North Saint-Louis, est-elle vraiment dangereuse ou simplement noire et sous-financée? Parce qu'il est frappant de voir que les quartiers les plus dangereux sont toujours ceux où l'investissement s'est arrêté, juste après que la couleur de peau a changé. Et malgré tout cela, North St. Louis est toujours debout. Les habitants sont résilients, l'histoire est profonde et la communauté est plus forte que la peur, qui en a fait fuir d'autres. Alors, dites-moi, avez-vous déjà vu une ville avec autant de potentiel être rayée de la carte si vite, simplement parce qu'elle ne ressemble plus à une pub Target de banlieue? Donnez vos avis en commentaire, cliquez sur « J'aime » si vous êtes là pour le vrai débat et abonnez-vous car le top 5 qui arrive, accrochez-vous, ça devient encore plus brûlant. On continue. Index 5, Chicago, Illinois. La ségrégation à Chicago n'est pas un accident, c'est presque devenu une discipline olympique. Et si vous voulez voir où l'exode blanc a décroché son master en déni, il suffit de marcher à Englewood ou North Lawndale. Ces quartiers n'ont pas perdu leurs habitants blancs, ils ont été évacués comme si quelqu'un avait crié « diversité » dans un haut-parleur des années 60. Soyons clairs, la Windy City est connue pour beaucoup de choses, sa pizza deep dish, ses politiciens véreux et une skyline capable de faire rougir bien des métropoles. Mais c'est aussi l'une des villes les plus ségrégées des États-Unis, pas jadis aujourd'hui. Et la fracture saute aux yeux quand on passe du North Side au South ou au West Side, où la population noire est bien présente, mais où les investissements, la sécurité et les opportunités disparaissent comme une avance des Cubs en play-off. Les Blancs vivaient autrefois à Englewood, à Lawndale aussi. Mais dès que les familles noires sont arrivées pendant la Grande Migration, le bouton panique a été écrasé. Blockbusting, redlining, prêts usuraires, tout y est passé. Et aujourd'hui, Englewood est à plus de 94% noir, North Lawndale à environ 85%. Les Blancs, eux, ont surtout laissé derrière eux des contraventions et des impôts fonciers impayés. Et voici le plus ironique, la réputation de ces quartiers pèse plus lourd que la réalité. Les médias adorent les présenter comme des zones de non-droit, mais parlent rarement des communautés soudées, de la résilience ou des familles qui y vivent depuis des générations. Remarquez, la violence en banlieue blanche est appelée une tragédie, mais dans les quartiers noirs, c'est attendu. Voilà le biais de Chicago mis à nu. Alors posons la question, Englewood est-il vraiment effrayant ou simplement trop noir pour le confort de certains qui préfèrent te faire comme s'il n'existait pas? La peur est-elle fondée sur des faits ou juste sur le sempiternel récit usé, celui qui fait chuchoter les agents immobiliers et se tromper de route? Les chauffeurs Uber. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vu la peur remodeler une ville plus vite que n'importe quel bulldozer? Restez avec moi, le compte à rebours est loin d'être terminé. La prochaine ville de la liste, accrochez-vous, c'est un autre choc. Index 4, Atlanta, Géorgie. Atlanta n'est pas seulement devenue très noire, elle est devenue fièrement noire, sans complexe et florissante dans son identité noire. Et ça, c'est une réussite à célébrer.
Sauf que visiblement, tout le monde n'a pas reçu l'invitation au barbecue. À mesure qu'Atlanta s'imposait comme la Mecque noire du Sud, une bonne partie des habitants blancs ont discrètement levé les voiles vers le nord, cherchant refuge dans l'uniformité rassurante d'Alpharetta Marietta, ou n'importe quel coin, avec un Cracker Barrel et un Whole Foods qui ne se marchent pas dessus. Soyons honnêtes, Atlanta est aujourd'hui à près de 50% noir, avec une économie portée par des entrepreneurs noirs, des artistes, des universitaires et des militants. C'est une ville où vous trouverez un maire noir, des PDG noirs et même des brunchs tenus par des Afro-Américains bondés pendant des heures. Mais à mesure que le pouvoir politique et culturel noir grandissait, l'exode blanc hors du centre-ville s'intensifiait. Simple coïncidence ou une nervosité bien palpable. Petit rappel, dans les années 70, les Blancs représentaient plus de 60% de la population d'Atlanta. Aujourd'hui, ils sont tombés à environ 38% et ça continue de baisser. Pendant ce temps, la périphérie explose, surtout dans ces banlieues verdoyantes où l'on dit souvent « Nous avons déménagé pour les écoles », ce qui veut trop souvent dire « Nous n'étions pas prêts pour tant de diversité ». Attention, ne nous trompons pas, Atlanta n'est pas l'utopie. La gentrification gagne du terrain, le coût de la vie grimpe et la circulation. Mais ce qui rend l'exode blanc fascinant ici, c'est que ce n'est pas seulement la peur. C'est la perte d'une domination culturelle dans une ville où la culture noire est la culture. Certains se sentent étrangers dans un lieu qu'ils revendiquaient jadis. Alors posons la question, pourquoi fuir une ville économiquement prospère, vibrante, culturellement et pleine d'opportunités, si ce n'est pour fuir en réalité la perte d'un certain confort? Dites-moi en commentaire, n'avez-vous pas remarqué que certains voient la diversité comme une épice agréable en petite dose, mais gâchée quand il y en a trop? En deck 3, Baltimore. Baltimore, Maryland n'est pas seulement devenu trop noir aux yeux de certains blancs, c'est devenu la ville dont ils se vantent d'être partis. Vous l'avez déjà entendu. Je travaille à Baltimore, mais je vis dans le comté de Howard. Le boulot, oui. La diversité, non merci. Et depuis des décennies, l'exode blanc hors de Baltimore n'est pas une tendance discrète, c'est presque devenu une tradition familiale. Baltimore compte environ 60% de noirs et cela ne s'est pas fait en un jour. Depuis les années 60, les habitants blancs se sont retirés peu à peu, parfois brutalement, vers les banlieues voisines comme Annapolis ou les comtés de Harford et Howard. Ces lieux où, paraît-il, c'est plus sûr, les écoles sont meilleures et clin d'œil, ça ressemble davantage à chez soi. Mais ne faisons pas semblant, ces arguments sont souvent des codes bien huilés, assaisonnés d'un soupçon de préjugés héréditaires. Vous voulez des chiffres. Entre 1950 et 2020, Baltimore a perdu plus de 350 000 habitants blancs, une chute si vertigineuse qu'elle ferait tourner la tête à un portefeuille immobilier. Pendant ce temps, la population noire a augmenté, les quartiers ont changé et la culture s'est transformée en quelque chose de puissant, de complexe, et pour certains, d'un peu trop envahissant. Vous avez remarqué, les mêmes quartiers qui ont vu naître Thurgood Marshall ou Jada Pinkett Smith sont qualifiés de zone de guerre par certaines chaînes télé. Baltimore n'est pas seulement stigmatisée, elle est instrumentalisée, l'exemple parfait de ce qui arrive, paraît-il, quand une ville devient noire. Soyons clairs, le problème est-ce vraiment ses habitants, ou bien le fait que les financements, l'attention et le respect s'envolent au moment où les familles noires s'installent? Et voilà le vrai visage de l'histoire. Pendant que les familles blanches partaient, Baltimore noire, elle construisait des entreprises et une culture de l'activisme et une identité propre. Ils ont préservé les maisons alignées, créé de l'art et maintenu l'âme de la ville vivante, pendant que les visiteurs venaient pour les crab cakes et les matchs, mais repartaient avant la tombée de la nuit. Alors, demandez-vous, évite-t-on Baltimore à cause de la criminalité ou parce que la ville ne reflète plus l'image confortable d'antagne? Partagez vos impressions. Avez-vous déjà assisté à un tel exode en direct? Ou bien êtes-vous de Baltimore et fier de l'être? Deck 3, Baltimore. Baltimore, Maryland n'est pas seulement devenu trop noir aux yeux de certains blancs, c'est devenu la ville dont ils se vantent d'être partis. Vous l'avez déjà entendu. Je travaille à Baltimore, mais je vis dans le comté de Howard. Le boulot, oui. La diversité, non merci. Et depuis des décennies, l'exode blanc hors de Baltimore n'est pas une tendance discrète, c'est presque devenu une tradition familiale. Baltimore compte environ 60% de noirs, et cela ne s'est pas fait en un jour. Depuis les années 60, les habitants blancs se sont retirés peu à peu, parfois brutalement, vers les banlieues voisines comme Annapolis ou les comtés de Harford et Howard.
Ces lieux où, paraît-il, c'est plus sûr, les écoles sont meilleures, et clin d'œil, ça ressemble davantage à chez soi. Mais ne faisons pas semblant, ces arguments sont souvent des codes bien huilés, assaisonnés d'un soupçon de préjugés héréditaires. Vous voulez des chiffres? Entre 1950 et 2020, Baltimore a perdu plus de 350 000 habitants blancs, une chute si vertigineuse qu'elle ferait tourner la tête à un portefeuille immobilier. Pendant ce temps, la population noire a augmenté, les quartiers ont changé, et la culture s'est transformée en quelque chose de puissant, de complexe, et pour certains, d'un peu trop envahissant. Vous avez remarqué, les mêmes quartiers qui ont vu naître Thurgood Marshall ou Jada Pinkett Smith sont qualifiés de zone de guerre par certaines chaînes télé. Baltimore n'est pas seulement stigmatisée, elle est instrumentalisée. L'exemple parfait de ce qui arrive, paraît-il, quand une ville devient noire. Soyons clairs, le problème, est-ce vraiment ses habitants? Ou bien le fait que les financements, l'attention et le respect s'envolent au moment où les familles noires s'installent? Et voilà le vrai visage de l'histoire. Pendant que les familles blanches partaient, Baltimore noire, elle construisait. Des entreprises, une culture de l'activisme et une identité propre. Ils ont préservé les maisons alignées, créé de l'art et maintenu l'âme de la ville vivante pendant que les visiteurs venaient pour les crab cakes et les matchs, mais repartaient avant la tombée de la nuit. Alors demandez-vous, évite-t-on Baltimore à cause de la criminalité ou parce que la ville ne reflète plus l'image confortable d'antan? Partagez vos impressions. Avez-vous déjà assisté à un tel exode en direct? Ou bien êtes-vous de Baltimore et fier de l'être? Ndegouin, Detroit, Michigan. Detroit n'a pas seulement fabriqué des voitures, elle a fabriqué l'histoire, le cas d'école ultime de l'exode blanc. C'est ici le point zéro. Une ville passée de 45% de blancs dans les années 1950 à plus de 75% de noirs aujourd'hui. Et non, ce n'est pas parce que les blancs se sont soudain découvert une passion pour la campagne. C'est parce que la ville est devenue trop noire à leur goût et ils ont appuyé sur l'accélérateur plus vite qu'un Dodge Challenger sur Woodward Avenue. Les faits, maintenant. Lorsque les familles noires arrivaient en masse pendant la grande migration, cherchant des emplois dans l'automobile et une part du fameux rêve américain, les blancs répondaient par la panique, redlining, spéculation de quartier, puis exode massif. Quand l'insurrection de 1967 a éclaté, les familles blanches avaient déjà commencé à se réfugier dans les banlieues Warren, Livonia, Bloomfield Hills. Comme s'il y avait une promo sur la sécurité et le silence. Mais voilà l'ironie. Detroit n'a pas sombré parce qu'elle est devenue noire, elle a sombré parce que les investissements blancs, les capitaux des entreprises et l'attention politique sont partis en même temps que les habitants blancs. Un désinvestissement programmé, du sabotage économique déguisé en fatalité. Vous vous demandez comment une grande ville américaine peut faire faillite pendant que ses banlieues prospèrent. Ce n'est pas la malchance, c'est une stratégie. Aujourd'hui, Détroit est une ville de survie. Les commerces noirs fleurissent, la culture rayonne. Et ceux qui sont restés reconstruisent ce qui avait été détruit. Mais dans les gros titres, on la décrit toujours comme une ville en ruine. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de certains, une renaissance menée par des Noirs ne compte tout simplement pas. Alors question finale, la chute de Détroit était-elle vraiment due à l'effondrement industriel ou n'était-ce qu'une couverture pour un départ précipité dès l'arrivée de l'intégration? Vous avez-vous vu ce même scénario se rejouer ailleurs? Avant de partir, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines enquêtes. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit connaître la vraie histoire derrière les migrations américaines. Merci d'avoir